Que de monde. Donc on est ensemble pour 1h45 à peu près. L'exercice va être un petit peu compliqué pour moi parce que j'en fais, je suis assez bavard. En général, lorsque je parle de l'agilité, je ne m'arrête pas, mais là il va falloir que je m'arrête puisque vous avez la nuit après. Alors, en fait, 80 personnes pour de l'agilité, on n'est pas forcément le bon nombre, parce que de l'agilité, ça se fait en général par petits groupes. On ne va pas faire un tour de table pour que je connaisse tout le monde, ça ne va pas être possible. Donc, je vais juste me présenter. Et donc, pour que vous sachiez qui je suis, alors, je suis un ex-geek, donc je suis un ancien développeur, tombé dans l'informatique tout petit à 12 ans. Alors donc en fait aujourd'hui j'ai beaucoup d'expérience. C'est pas que je suis très vieux, c'est que j'ai commencé très jeune. J'ai décalé par le bas. J'ai été expert Apple, j'étais le 11e chez Business Objects. Si vous connaissez l'outil Business Objects. J'étais expert sur les bases de données. Donc j'ai un gros passé dans l'industrie du logiciel. Depuis 11 ans, en fait, je suis à mon compte avec la société en fait DPP. Enfin, c'est une multinationale avec une personne, moi. Au travers de cette société-là, je suis conseil pour bon nombre d'investisseurs sur la place de Paris qui me demandent mon avis avant d'investir dans les startups. Alors, je suis moi-même cofondateur de quelques startups parisiennes dans la réputation, dans le business process management, dans la fonction achat. SICAN, ça par contre c'est dans du calcul intensif, simulation militaire, donc dans pas mal de domaines. Ce qui montre bien que je ne suis pas d'ailleurs forcément expert métier dans tous ces domaines-là. Par contre, les gens qui ont créé ces sociétés-là étaient intéressés par mon savoir-faire, dont je vais vous parler ce soir, qui est l'organisation des projets. Voilà. Donc il y a aussi un réseau que j'ai créé. Et puis à travers ma société, je suis également de temps en temps directeur de R&D, CTO. Alors mon terrain de jeu, il faut que je le précise parce que je pense que dans la salle il y a sûrement des personnes qui viennent de grands comptes comme de PME. J'ai une coloration PME. J'ai une coloration, mon terrain de jeu, c'est les sociétés qui font de 0 personnes jusqu'à 100-150 personnes. C'est assez bon. Donc c'est vrai que je dois prévenir puisque dans ce que je vais exposer, c'est vraiment un retour d'expérience essentiellement sur des sociétés de ce type-là. Voilà. Donc, alors on va essayer d'éviter ça. Donc, je vais essayer d'être. Je pense que si vous avez des questions, si je peux y répondre, on le fera en cours de route. Si je vois que c'est trop long, on fera la fin et on fera un after pour ne pas retenir tout le monde à la conférence. Alors je commence en 1956. Je n'étais pas né. Donc en 1956, dans la gestion de projet, je ne vais pas faire très long là-dessus, c'est juste pour dire qu'il y avait le cycle en cascade qui est arrivé. Qui est d'ailleurs toujours utilisé, qui a le principal effet d'être vraiment tâche après tâche. On fait activité après activité. Je dois dire aussi en avant-propos, oui, excusez-moi, je vais faire un petit sondage. Méthodes agiles dans le... Voilà, c'est agile.
combien de personnes connaissent l'agilité, ou son Scrum Master, ou son chef de projet agile? Alors, pratique, on va faire. Pratique l'agilité. D'accord. Connaissent l'agilité. Donc, jamais entendu parler de l'agilité. D'accord. Bon. Donc, vous avez tous au moins une connaissance. Ce qui est important, et ce qui est assez clair, c'est que l'agilité est une autre façon de faire. C'est-à-dire que j'enseigne aussi au master, donc à des étudiants, et je préfère passer une fois le cours de gestion de projet avec le cycle en V, avec le cycle en cascade, et le prochain slide, où les gens ont eu, où les étudiants ont eu un savoir-faire, ont appris quelque chose de formalisé. Les méthodes agiles, il faut bien voir ça comme une alternative. Quelqu'un qui ne connaît que l'agilité et pas le reste, clairement, ça fait un manque. Donc c'est quand même intéressant de connaître le cycle en cascade. Et puis en 1980, le cycle en V, plutôt français. Donc là, par rapport au cycle en cascade qui était vraiment, comme son nom l'indique, en cascade, on faisait vraiment les actions après les autres. La petite subtilité du cycle en V, c'était de se dire qu'en fait, à chaque action, quand on descend ici, en fait, on va écrire les tests correspondants, donc tests de validation par rapport aux spécifications, tests d'intégration par rapport à la conception. Et donc, lorsqu'on remonte, finalement avec le temps, lorsqu'on remonte ici, on va voir tous les tests qui vont être faits. Bien. Alors, bon, ce cycle-là a emmené dans des catastrophes industrielles, parce que je n'en doute pas que il y a des chefs de projet qui doivent être très doués, des domaines où ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que sur cette ligne-là, on va demander aux personnes d'imaginer la solution complète du logiciel. On va demander donc d'écrire les spécifications fonctionnelles, détaillées, complètes. Le problème est que, en fait, dans la plupart du temps, les gens ne savent pas. Alors, mon retour d'expérience, il est également dans les startups, donc dans l'innovation, et par défaut dans l'innovation. C'est pas facile de commencer un projet où on va innover et se dire tiens, voilà, je vais mettre ça dedans, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis je vais le faire comme ça. Donc en fait, on s'aperçoit que ce cycle-là, il a quand même quelques limites sur les projets. Sur les projets, on va dire, de PME, les projets innovants, parce que là, on part avec, en général, ouais, bon, j'ai une idée d'un logiciel, faut que ça fasse ça. Puis ça. Bon, très bien. Mais alors, s'il va falloir écrire là, tout ça, avant de commencer, il va y avoir beaucoup de gâchis de temps. Hein, gâchis, première fois que j'en parle dans la soirée, on va en parler tout au long de la soirée, puisque ça fait partie du retour d'expérience aussi des méthodes agiles, la notion de gâchis. Donc en fait, il va y avoir beaucoup de gâchis de temps, d'énergie. Voilà. En plus, l'effet induit ici, là et là, c'est qu'il va y avoir des signatures. On va dire, ah ouais, moi j'ai fait mon boulot, j'ai fait ma spec, ouais, très bien, j'ai fait ma spec, allez, je passe le bébé. Donc en fait, on se retrouve avec des équipes qui ne vont pas travailler ensemble, où chacun, finalement, a fait son boulot, mais l'aspect produit entier, on ne s'y retrouve pas. Parce qu'en fait, on est siloté. Et alors là, vous dire combien de sociétés où je suis intervenu parce qu'en fait, ils étaient dans le mur, c'est un peu mon... En fait, sur la place de Paris, quand je parlais des investisseurs, ils m'ont appelé l'homme des missions impossibles, parce qu'en fait, donc,
tous ces braves gens ont mis de l'argent en 2001, enfin à partir de 2000-2001 dans les startups. Et puis ils croyaient qu'avec de l'argent, on ferait un produit, on ferait des sociétés. Et en fait, toutes ces sociétés-là, elles se sont bloquées, mais bloquées au niveau méthodo. C'est-à-dire, faire un logiciel, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs cerveaux de la Terre, je parle en tant que développeur, ou en tant que faire des spécifications. Il faut de la méthodo. Et donc je suis arrivé dans beaucoup de startups qui ne produisaient plus, hein, juste, ça ne produit plus, quoi. Donc les gens ne se parlent plus, c'est siloté, etc., etc. Parce que, bien évidemment, ça c'est le modèle qu'on a tous plus ou moins appris à l'école, ou qu'on voit un peu partout, donc on se dit, ah ouais, bah, le cycle en V c'est facile, on n'a qu'à faire ça. Sauf que l'immense problème, c'est que là, donc, on va faire un peu n'importe quoi parce qu'on n'a pas le problème. Ici, au niveau du codage, bon alors ça c'est le principal problème, c'est l'effet tunnel. C'est-à-dire que là, ici, là, il y a le directeur de la R&D, moi, je vous fais, ayez confiance. Ouais, on développe, on fait, ouais, on fait. Non, viens pas m'embêter, j'ai des specs, je comprends tout, je sais. Donc là c'est l'effet tunnel, donc là c'est le... Là, on ne sait pas ce qui se passe. Alors en plus, ici, soyons clairs, si ça a été mal spécifié parce qu'on ne savait pas, on a bouché les trous, forcément ici, on va mal développer. Alors premièrement, deuxième chose, ici, il peut y avoir un problème d'interprétation. On est quand même sur de l'humain, soyons clairs. Donc les développeurs, ce n'est pas des machines, c'est des humains qui n'ont pas forcément la compréhension de ce qu'on voulait dire. Alors, on ne va pas débattre ce soir sur UML, des choses comme ça, mais enfin, petit retour sur, il y a très longtemps, chez AXA, ils avaient formé tout la MOA à UML, et ils n'avaient pas formé la MOE. Donc les mecs, ils sont la MOE, donc ils sont entourés avec des schémas UML, ils n'ont rien compris, ils ont tout refait. Voilà, un exemple de déchet. Donc ici, premier problème, c'est que, on va dire, quand c'est mal spécifié. Deuxième problème, on a le droit de changer d'idée. On a le droit de se dire, de toute bonne foi, ici, j'avais des besoins, mais alors surtout dans l'informatique, ça va très vite. Eh bien, on peut changer d'idée en cours de route. On a le droit de changer d'idée en cours de route. Alors forcément, sur un cycle qui est super formel comme ça, on n'a pas le droit. Enfin, sinon, ça s'appelle du W. Enfin, non, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de changer. Et vraiment de bonne foi. Et là, je suis également intervenu dans des procès comme expert, où finalement, la SS2I qui va développer, elle fait... moi j'ai développé, et le client il fait, ouais, mais moi je suis pas content. Vous avez peut-être développé, mais j'ai pas envie de payer, parce que moi j'ai changé d'avis, il s'est passé des choses, voilà. Et je peux vous dire que dans l'informatique, dans les projets que je gère, sur l'espace d'un an, il m'est arrivé de changer, enfin d'influer assez fortement sur le produit. Enfin, il y a par exemple en ce moment, il y avait avant Windows 8, enfin Windows 8, après Windows 8, il y a eu avant l'iPhone, après l'iPhone, il y a Android, enfin il se passe l'informatique, faire un projet sur l'espace d'un an et se dire ici mon besoin ne bouge pas parce que je l'avais écrit et là non. Alors après bon, je vous passe ici, alors là quand on remonte, bon bah c'est là qu'il y a le gros dégât, hein, c'est-à-dire que finalement, comme on n'a pas forcément bien bossé ici, alors une fois de plus, hein, je suis sur la PME, moi, les gens qui ont des grands comptes, il y a des équipes, peut-être, mais dans le domaine de la PME, ici, on n'aura pas forcément bien bossé, donc on fait des tests d'intégration, et là, bah, alors là, on s'aperçoit que... Au secours. Et là, en fait, au secours, parce que bah, les tests unitaires, c'est très bien, sauf que dans ma carrière, en 11 ans, j'ai dû voir... maintenant, il y a des... Microsoft fait des environnements... donc ça commence à arriver un petit peu plus dans l'esprit des gens, enfin en tout cas des chefs de projet, mais enfin jusqu'à présent les tests unitaires c'était une belle boîte sur des slides, donc les tests d'intégration, bon, etc. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'ici, on s'aperçoit que le bug qu'on n'avait pas regardé ici,
va prendre, ça peut soit durer une demi-journée, soit c'est refaire le produit, parce qu'on veut un bug d'architecture, etc., etc. Et là, comme on est sur un cycle de ici, sur un cycle en fait assez droit, on devient hors méthode. C'est-à-dire qu'on est là, on fait ah ça y est j'ai les tests, et ben ouais, et donc les tests montrent qu'il y a des bugs, et on fait quoi? On refait un produit, on intègre, plus le client qui s'énerve parce que lui il a changé ses besoins. Voilà, donc le cycle en V. Par contre le cycle en V existe, vraiment il existe toujours, et sur des gros projets, bien évidemment, le cycle en V est intéressant. Alors, bon, 1h30, j'ai un vrai challenge, c'est que je gère des projets où il y a un cycle en V, mais il y a des petits bouts itératifs et agiles dans un cycle en V. L'un n'exclut pas l'autre aussi. Mais, voilà. Donc ça, bon, voilà, c'est juste un petit slide qui remonte, par exemple, pour un cycle en V avec toutes les documentations, enfin, une partie des documentations qu'il faut faire dans l'ordre pour y arriver. Alors en 2001, il y a le manifeste agile qui arrive. Et donc c'est le début de l'agilité. Alors donc on va en reparler tout à l'heure avec le lean management. Donc l'agilité est donc également inspirée du lean management, et le lean management n'a pas commencé en 2001 puisque c'était utilisé dans l'industrie par Toyota bien avant. On va dire que les méthodes agiles, c'est l'instanciation à l'informatique du lean management. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, puisque je vous parlerai dans la deuxième partie de l'exposé qui est le manque, une nouvelle méthode agile, si on peut dire, qui est Kanban. Alors là, du coup, qui vient directement du lean. Voilà, donc on est vraiment c'est proche. Alors, les Shadocks, c'est pas les Shadocks qui ont fait le lean, mais je trouve que cette phrase est magnifique, quoi, hein. En essayant continuellement, on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a des chances que ça marche. Ce qui est un peu le créneau de l'agilité, on va y arriver. Bon, comme dans toute présentation, deux slides issus de Forrester. Donc, on va retenir quand même que l'agilité, en fait, on est sur 40%. Les méthodes traditionnelles, donc le waterfall, donc c'est cascade, c'était le premier slide. Ça c'est un peu bizarre parce que ISO 9000, c'est pas une méthode, je sais pas ce qu'il faut. Forrester, je n'ai pas été les voir, mais je ne comprends pas bien le ISO 9000. Voilà, comme CMM. Donc CMM, oui, j'ai aussi une formation CMMI, mais CMMI, c'est justement, c'est pas une méthodologie, c'est un référentiel de bonne pratique. Bon, bref. Donc on est sur 13% encore de traditionnel, et on voit qu'entre 2009, il y a quand même donc tout un ensemble de projets qui continuent à être en waterfall, donc en cascade. On s'aperçoit en fait qu'entre les 2 années, do not use, donc le formal process, donc on se débrouille comme on peut. Finalement, il passe, donc en 2009 c'était 30, il a perdu les 2 points, finalement ça remonte vers l'agilité. Et si on fait un zoom sur les méthodes agiles, bon, on se retrouve quand même avec tout ça, hein, comme méthode agile. Ou issu de l'agilité. Ça en fait pas mal. Alors, j'en connais personnellement 2 qui sont Extreme Programming, donc, qui est là, 2,9%, et Scrum, qui est là. Alors forcément, si on parle de 2010, donc il n'y avait pas Kanban qui arrivait. Ok, donc on s'aperçoit que la méthodologie Scrum, c'est celle qui a remporté le plus de succès. Donc on va, dans la suite de mon exposé, je vais faire référence beaucoup à Scrum. Et DSDM, c'est agile, ça? C'est une méthodologie agile dont je ne pratique pas le... Parce que ça existait bien avant. Hein. Ouais. Oui, mais bon, Forrester, c'est toujours une issue de Forrester, donc je sais pas... Oui, je suis d'accord.
les SDM. Bon, je suis pas sûr que Six Sigma non plus, ça soit... Bon. Que voulais-je dire? Donc le site... Oui, si, je voulais poser la question. Les gens qui connaissent spécifiquement Scrum, alors qui ont pratiqué, qui connaissent Scrum. D'accord. Donc, forcément, dans cette session-là, je ne fais pas un cours sur Scrum, donc je ne vais pas rentrer dans les... Enfin, je vais passer assez vite sur les fondamentaux de Scrum. Bon, dans les slides après, on va parler à la fois de méthodologie agile et des principes de la méthodologie agile. Après, on verra quels sont les travers. Et l'instanciation que j'en fais après, c'est avec Scrum, plus précisément, puisque Scrum, en fait, on l'a vu dans le slide. C'est-à-dire qu'à un moment, les méthodes agiles sont arrivées finalement par Extreme Programming, il y a quelques années. Et Extreme Programming fait tout à l'extrême. Et fait tout à l'extrême, et donc c'est pas facile de faire de l'extreme programming. Parce que c'est à l'extrême. L'extrême étant de vous dire, par exemple, on va mettre 2 développeurs sur un poste de travail. Donc on va doubler toutes les équipes, non pas pour qu'ils bossent 2 fois plus vite, mais pour sécuriser le code, pour sécuriser le savoir-faire. On va faire dans Extreme Programming. Alors vraiment, c'est des... si je vous parlais d'Extreme Programming, et d'ailleurs vous allez voir que quand je vous parle d'agilité, vous allez dire, dans 1h30, je prends le pari, vous allez dire, mais Olivier nous a parlé pendant 1h30 de bon sens. Oui. Je n'ai aucune action dans un éditeur de logiciel pour vous faire acheter une méthodologie. Il n'y en a pas. En fait, que ça soit méthodes agiles, Scrum, Kanban et tout ce que vous voulez, ce n'est que de l'application de bon sens, en fait. Par contre, c'est de l'application, voilà, de quelques règles. Et on va voir que c'est ces quelques règles qui font un petit peu débat. Mais il n'y a rien de... On est sur de l'humain aussi, on verra tout à l'heure. L'agilité fait confiance à l'humain. Facile à dire, super. Je suis devant vous, je vous le dis. Quand on est demain, quand je suis dans mes équipes, quand je suis face à la direction générale, de faire plutôt confiance à de l'humain qu'à des contrats, c'est autre chose. Donc, je reviens, donc je parlerai effectivement beaucoup de Scrum. Donc, globalement, sur le cycle agile, qu'est-ce qu'on est en train de voir avec ce dessin? C'est qu'on a cette notion d'itération, on reparlera. Donc, une itération, c'est un espace-temps dans lequel on se donne des objectifs court terme, et à la fin d'une itération, on va avoir une autre fonctionnalité qui va être développée, en tout cas qui va pouvoir être testée. Donc je reviendrai un petit peu en détail un petit peu plus loin. Donc on a des itérations, et plus on avance dans le temps, plus on a des fonctionnalités, donc le temps est là, et on a des fonctionnalités, et en fait on avance en tournant. Donc on n'a absolument pas l'effet tunnel, puisqu'on va donner de la visibilité. On va dire à chaque fois qu'on va tourner, on va demander le feedback aux utilisateurs. Donc on va pouvoir, les utilisateurs vont pouvoir influer en cours de développement. Voilà, donc ça c'est... Alors je vais en parler juste un petit peu après. Donc ça c'est un petit peu plus dans le détail, mais je vais pas rentrer, donc c'était juste voilà, pour dire que on définit... Alors, dans l'agilité, les spécifications, elles sont définies avec ce qu'on appelle des scénarios utilisateurs. Les use cases, ils ont été un peu plus formels. Donc c'est le modèle, alors voilà. Nous sommes donc une équipe projet, je veux dire voilà, il faut définir un projet, donc je veux dire il faut faire des user stories. User story, le modèle c'est en tant qu'utilisateur, donc débutant, administrateur, je veux faire ça pour avoir ça. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. Alors effectivement, l'agilité, comme vous allez voir, va demander quand même beaucoup de dextérité. Parce que, alors là, je pose des questions, enfin on ne va pas y répondre ce soir, mais je pense que la culture française, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'avoir des règles, et quand on n'a pas de règles, on est perdu. Contrairement peut-être à d'autres cultures, plus à l'ouest.
Et là, le principal, enfin, je suis un peu en avance sur les slides après, mais un des principaux problèmes, c'est que les règles, alors de temps en temps on a trop de règles, on va voir, et de temps en temps on n'en a pas assez. Et là, le pas assez peut être qu'effectivement, une user story, je vais travailler peut-être avec chacun d'entre vous, peut-être qu'avec certains ça va être des patatoïdes, avec d'autres ça sera en tant qu'utilisateur je vais pouvoir faire ça, il va bien comprendre. Avec d'autres on va peut-être faire de l'UML, donc on va peut-être faire plus du use case. L'agilité ne dit rien. Justement, elle ne veut pas imposer de règles. Donc on se retrouve, première difficulté pour le coach méthode agile, c'est celle-là déjà. C'est face au marketing produit, face à ceux ou à la MOA, c'est leur dire, ben voilà, il va falloir faire des use cases. Enfin, donc, une fois de plus, en 1h30, je ne peux pas lever tous les problèmes, donc voilà, on a des user stories, c'est comme ça qu'on va avancer, et puis finalement, à chaque itération, on se dit, tiens, je vais faire cette user story-là, cette user story-là. C'est intéressant parce que user story, donc scénario utilisateur, scénario implique début, fin. Hein, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut faire une itération parce qu'en fait, on va développer son produit, non pas de manière horizontale, on va dire par couche, comme vous ferez votre meilleur informaticien dans votre société, qui va vous dire, ah, il y a des couches de bas niveau. Non, en fait, l'agilité, hop, on prend et on est vertical. On est orienté utilisateur, avec les scénarios utilisateurs. C'est-à-dire, ce qui va driver le développement agile, c'est le scénario utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je veux passer un slide, je veux passer un slideshow avec mon ordinateur. Voilà, ça c'est ma user story. Alors de plus haut niveau, d'accord, bon, mais c'est une user story. Je ne dis pas, tiens, je veux développer le driver pour aller faire mon fichier, ouvrir mon fichier, le driver écran pour aller... Non, je suis drivé par le besoin utilisateur et par le scénario. Le scénario a aussi une très bonne vertu, donc c'est, comme je vous ai dit, début-fin. Donc ça veut dire qu'à la fin d'une itération, votre scénario est fini et développé, donc testable. Ah, donc on va tester en cours de route. Contrairement au cycle en V de tout à l'heure, où le cycle était sur la barre remontante, là on va tester en cours de route. Donc je ne vous fais pas le chapitre sur le... Alors, en plus je l'ai vraiment vécu, parce que dans mon métier je l'ai vraiment vécu. Le bug trouvé le plus tôt possible coûte rien et peut coûter une société à la fin. Le même bug. C'est-à-dire que le même bug, si vous le trouvez lors des phases de revue, de spécification, c'est rien, c'est refaire une phrase, on va dire. Ce même bug-là, vous le regardez pas, vous faites pas de revue de spécification, enfin bon, vraiment, vous commencez à le développer. Enfin, vous développez, et ce bug-là, vous ne testez pas, alors il va se retrouver éventuellement dans des phases bêta. Vous avez déjà intégré le logiciel. Il y a des clients qui vont le voir en phase bêta, ça coûte déjà un peu plus cher. Vous le laissez partir en production, c'est le client qui le voit. Alors, soit ça peut vous coûter de faire un service pack, hein, vous avez l'habitude, hein, chez Microsoft, Apple, tous les mois. Soit ça peut vous coûter un procès. Je l'ai fait, je suis intervenu dans des... Malheureusement, en France, les méthodes agiles, j'ai beaucoup de... Je pense que mes clients, des gens que j'ai aidés depuis 11 ans, il y aurait plus que dans cette salle-là. Malheureusement, j'ai fait plus de curatif. Enfin, maintenant, je commence à faire du préventif. Et je suis très content d'intervenir, d'ailleurs, ce soir. Parce que je pense que c'est plutôt du préventif que du curatif ce soir. Malheureusement, j'ai fait beaucoup de curatif. Et donc, voilà. Et donc, le bug qui est là, et le client qui a ce bug-là, il en a marre. C'est le bug de trop, le soir. Et là, il fait le procès, il arrête de payer, et il dit votre produit, j'en peux plus. Et ce même bug-là que vous auriez pu trouver va vous coûter la société, un procès, etc. Donc, voilà. Donc voilà, donc on est sur un cycle où on va tester, implémenter les user stories, les tester en cours de route. Et c'est ça le principe de l'agilité. Alors l'agilité, il y a 12 grands principes qui sont, on va dire, communs à toute l'agilité. Donc satisfaire le client numéro 1. Là, on ne l'a pas oublié. Donc accepter favorablement le changement.
Voilà, donc un chef de projet agile. Moi, bon, je ne vous dis pas que certains matins, avant le café, il ne faut peut-être pas venir me voir. Mais, dans le fait qu'on ait des itérations, que j'accepte le feedback, puisque je vais donner mon logiciel en cours de route pour avoir du feedback, donc ça veut dire que je vais entendre le changement. Alors, je vais l'accepter ou pas, ou en tout cas je vais le prendre, le développer tout de suite, le mettre dans ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire la réserve des fonctionnalités, des user stories. Bon, je ne peux pas aller trop loin, donc livrer fréquemment. Alors, ça c'est aussi le point important de toutes les méthodes agiles, c'est qu'on tue l'effet tunnel, c'est-à-dire que vraiment, donc là je travaille, j'ai la direction d'une boîte direction R&D d'une boîte dans la pharmacie que vous utilisez, enfin que le logiciel dans votre pharmacie, voilà, donc je suis en ce moment un des directeurs le directeur de la R&D d'une de ces boîtes-là. Il y avait un challenge, refaire un produit, il y a plus de 2500 fonctionnalités dans ces produits-là, en 18 mois, avec une équipe de 15 personnes, 10-15 personnes. Le board, comme dans toutes les sociétés, avait dépensé des millions avant et était allé dans le mur. Parce qu'il n'y avait pas de méthodologie agile, parce qu'il y avait une vague cycle en V pas respectée, donc en fait ils avaient injecté de l'argent, ils ne voyaient rien, les utilisateurs pas contents, au poste de travail dans l'officine, vous y allez avec votre carte vitale, ça vous plante, etc. etc., etc. Ok, là j'ai dit, je vais faire pareil, écoutez, une méthode agile, et je me suis engagé noir sur blanc, j'ai dit, vous aurez un produit le fin juin de cette année-là. Donc ça fait un an là j'y suis, fin juin de cette année-là. Regardez les magazines médicaux à cette époque-là, il y aura un nouveau produit pour les officines. Pour la petite histoire, je suis passé sur TF1 il y a 2 semaines, sur PillTag, c'est Orange qui avait tiré que maintenant dans les pharmacies vous pouvez, avec votre iPhone, avoir votre ordonnance. Ok. Ce produit-là, enfin c'est un autre pour le coup, qui est aussi en méthode agile. Le conseil d'administration fait mumuse avec le produit et j'ai son feedback. Donc depuis quasiment le départ du projet, on en est à la 49e build. Une build étant une construction d'un logiciel à la fin d'une itération. D'accord ? Donc, il a eu déjà l'occasion de regarder 49 fois le produit et d'agir 49 fois sur le produit. Et là, il se passe un truc quand même assez drôle, c'est que j'ai un conseil d'administration des utilisateurs, mais qui sont au top de la motivation. Parce qu'ils voient le produit avancer. Toutes les semaines, ils le voient. Alors, après, il faut arbitrer. Parce que sur de l'ergonomie, on peut y passer 2 ans. C'est rouge, c'est bleu, c'est rond, c'est carré. Donc à un moment, c'est pareil. Les gens ont dit « Ah ouais, Olivier, c'est d'agilité. Tu as dit qu'on peut accueillir favorablement le feedback. » Oui, on peut l'accueillir. Il faut mettre quelques petites règles. Parce qu'une fois de plus, tous les goûts sont dans la nature. Donc à un moment, il faut quand même arbitrer. Bon, ça, après, c'est le chef de projet. J'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais ça fait vraiment partie du feedback. Mais donc, ils ont le logiciel. Alors, ils sont à la fois super contents. C'est bien. Moi, ils me payent avec plaisir à la fin du mois. C'est bien, ça. Mais alors, l'autre truc, c'est qu'ils sont contents. Mais d'être content, ça prend un peu plus de temps. Et donc, moi, je suis en train de voir que le périmètre de juin, qui était initialement prévu, on ne l'aura pas. Alors, je suis quand même à plus de 6 mois. Enfin, là, je vous dis, on est en février, mais en fait, j'ai vraiment levé les warnings au mois de janvier. En disant, bah voilà, je connais la vélocité de mon équipe, je sais comment elle développe, la vitesse, donc je peux te dire qu'au mois de juin, on n'y sera pas. Donc par contre, changement, je réunis le marketing et je leur ai dit, le mois de juin, quel type d'officine vous voulez? Celle avec les robots, celles qui sont en groupement, quelle est la priorité? Parce que je peux influer aujourd'hui. Voilà. En fait,
On est vraiment avec le management agile, on est sur anticiper. On est manager, c'est anticiper. Vous avez vraiment les leviers. Par contre, il faut s'exposer. Le chef de projet agile s'expose. Ah ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cycle en V, on ne s'expose pas. Hein. Le directeur de la R&D, il est au fond, là, il code. Il dit, vous verrez, j'ai mes specs. Moi, toutes les semaines, j'expose. Toutes les semaines. Et là, ce que j'ai fait, c'est je leur ai dit au mois de janvier, je leur ai dit, les gars, périmètre, là, vous oubliez. Maintenant, on a 6 mois. J'ai, je ne sais plus, une capacité de 800 jours, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je leur ai dit, voilà, bon, c'est quand même 800. Maintenant, on fait quoi? Et donc, ça veut dire qu'avec mon système d'itération, d'agilité, eh en fait, j'ai fait passer les scénarios qui sont dits prioritaires pour la première version. Alors, vous savez, hein, c'est ce qui se passe chez Microsoft, chez Apple, bien évidemment aux États-Unis, c'est ce qui se passe depuis des années. Moi, j'ai bossé avec une grosse boîte américaine, Philips, pour ne pas les nommer. Un jour, il m'appelle en urgence, il me dit Olivier, enfin, j'étais sous-traitant d'un logiciel. Olivier, il faut une fonctionnalité pour septembre, on était au mois de juillet. Je vais aux États-Unis, je fais attendez, bon, je veux bien être agile, mais là, 2 mois, j'ai pas le temps. Ah non, mais il me dit, tu sais quoi, on va mettre l'entrée de menu, puis en fait, le prochain service pack, on implémentera. Le temps que les forces de vente vendent, je sais que toi, tu peux le faire en 6 mois, voilà, etc. Bon, c'est une limite de l'agilité d'ailleurs, ça, mais enfin, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand Microsoft, quand Apple, quand on vous livre les service packs, ils vous livrent une première version et vous savez très bien que juste après, vous avez un service pack. C'est d'ailleurs en général le premier service pack qu'il faut attendre. Parce qu'en fait, ils ont eu des cibles à prévoir, et puis ceux qui ne sont pas dans la cible, ça va peut-être un peu plus bugger. Voilà. Bon. Donc, travailler en collaboration. Ça, c'est les gens, donc les équipes. Motiver les membres de l'équipe. Maintenir un rythme durable. Ça, c'est hyper important. Les méthodes agiles, c'est humain. Alors, voilà, je suis... C'est-à-dire que quand j'arrive dans une boîte et que qu'on fait, il y a les week-ends pizza, il y a les nuits pizza, et que je vois les gars crever, c'est bon, c'est pas ça du bon management. Le bon management, c'est quelque chose, c'est sur un rythme durable. C'est-à-dire que les équipes, vous les crevez pas, parce qu'une équipe qui est crevée, elle va faire des bugs, elle va démissionner, elle va partir, etc., etc., etc. Donc on est sur le capital humain, bon, autre sujet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'un cycle agile, comme vous commencez à voir, c'est-à-dire que sur les itérations, vous allez finalement diviser la charge, puisque chaque semaine, il se passe des choses, donc ça veut dire que l'équipe, elle n'a pas spécialement un coup de bourre à donner en fin de projet. Voilà. Et d'ailleurs, on se dit, ça c'est une phrase de chef de projet agile, on se dit, cette build-là, c'est peut-être la dernière. Peut-être c'est celle-là qui partira en prod. Et d'ailleurs, vous savez, à tel point que je ne contrôle... Je vous parlais de la boîte là où je suis, ma 49e build, j'ai appris tout à l'heure, puisque j'y étais, que la semaine prochaine, ils font des formations. Ils m'ont même pas demandé mon avis. Donc ils prennent les builds, ils savent que la build, elle est toutes les semaines, elle est testée, sinon, voilà, bon, bref, il y a un process de validation là, qui est inscrit tout à l'heure. Bon. Et donc, voilà. Donc en fait, les gens regardent, enfin les gens, autres que les gens les développeurs, les donneurs d'ordre, les utilisateurs, ont vraiment le produit et ils en font ce qu'ils veulent. Alors le vendre, c'est peut-être un peu ambitieux au niveau de la 48e build, mais en tout cas, ils vont commencer à le montrer peut-être à certains clients, ils vont commencer à former les gens dessus. Vous vous rendez compte, ils vont commencer à former les gens dessus alors que je n'ai pas fini le développement. C'est quand même... Et ce que j'ai assuré à la direction générale, subtilité, attention, j'ai dit le fin juin vous aurez un produit. Et j'ai pas dit vous aurez le produit, hein, j'ai dit vous aurez un produit. Par contre, vous aurez un produit, et ce produit-là, il est testé, validé. C'est-à-dire que j'ai pas fait un produit qui est dans les mains de la R&D, que je donne juste 15 jours avant à mes utilisateurs pour faire la recette ou qui découvrent, etc. C'est-à-dire que tout le long du cycle, les gens l'ont vu, donc il y a 0 surprise. Et je connais le niveau de qualité. C'est-à-dire que là aussi, bon, c'est un vaste débat. La qualité, c'est pas...
ok, on vise le zéro défaut. Moi, ce que je dis, c'est que la qualité, c'est pas... Enfin oui, c'est viser le zéro défaut. Mais c'est surtout connaître ce que votre produit, comme je dis, a dans le ventre. Et ça, c'est important. Et que toutes les équipes disent, ok, le produit, je sais qu'il a 10 bugs comme ça, on va dire peut-être 2 bugs serious, enfin, etc. Est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on le sent pas? En tout cas, je connais, je sais. Et je ne suis pas en train de me dire, je fais le go live, j'envoie sur Internet, je le sens, et puis je ne sais pas, on verra bien. Non. En fait, avec la méthode agile, vous avez le contrôle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose là donc? Et voilà, donc j'étais sur maintenir le rythme durable pour les développeurs, mesurer l'avancement avec un logiciel qui fonctionne. En fait, l'indicateur, ben, je vous en parle, hein. C'est le logiciel, hein, il fonctionne. Hein. Moi, je n'ai pas 50 000 KPI, hein, donc enfin, dans l'agilité, on ne va pas en avoir non plus. On a la vélocité dans le Scrum, c'est-à-dire la vitesse dans laquelle l'équipe va faire le développement. On va voir avec Kanban. Il y en a deux autres, en tout cas on n'est pas le roi des indicateurs. Le meilleur indicateur c'est votre build, hein. Elle sort pas, il y a des régressions, il n'y a pas de régression, enfin, c'est visuel hein, quelque part hein. Donc voilà, privilégier la communication face à face. L'agilité est vraiment sur de l'humain. Je fais la guerre au mail, enfin bon, c'est-à-dire que quand au bout de 3 échanges de mails, tu te lèves, tu vas les voir. Alors, les équipes agiles, j'ai aussi fait qu'il n'y a pas un open space développeur, un open space testeur, un open space ceux qui font le projet. J'ai essayé de faire mélanger tout le monde. Parce que, clairement, nous sommes tous des humains, on fait du logiciel ou de la gestion de projet, il y a de l'humain. Et c'est tellement facile de s'insulter par mail. C'est tellement facile, en plus, alors, soit par mail, soit par les IM, enfin, les chats, tout ce que vous voulez. C'est une catastrophe. Tous les jours, je veille à ça. Privilégier l'excellence technique. Okay. Keep it simple. Restez simple. Ça, c'est plus alors, pour de la technique, pour le chef de projet. C'est-à-dire que, pour le chef de projet technique, si on dit qu'il faut ouvrir un fichier, globalement, je veux que tu m'ouvres le fichier, j'ai pas envie que tu m'ouvres le fichier avec un nouveau protocole qui n'est pas encore sorti, mais que tu as dans la tête et que tu vas me faire, et que tu vas me faire une usine à gaz, que tu vas rien comprendre dans 2 mois, et que quand je voudrais faire un fichier, il faudra réécrire. Keep it simple, voilà. Alors après, c'est comme dit Steve Jobs, c'est très compliqué de faire simple. Donc, c'est juste 3 mots ici. On peut en débattre très longtemps. Des équipes autonomes, ben ça j'en ai parlé. Réajustement à intervalles réguliers. Donc l'équipe, on prend du feedback et je le redonne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut afficher, si vous allez dans des sociétés qui utilisent Scrum, vous allez à l'espace café, en général, vous allez avoir le burn down chart. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça aussi, c'est un esprit qui est très français. Le flicage. Alors que les méthodes agiles demandent de l'information, on a besoin d'information, mais c'est pas pour fliquer. Alors à tel point que dans l'extreme programming, il n'y a même pas la notion de manager. Dans Scrum, on a bien le Scrum Master, on a bien, enfin le manager est quelqu'un en dehors de l'équipe. Donc ça, il y a cette notion de hiérarchie, il y a cette notion de management qui est assez présente et qui fait un vrai frein en France, parce qu'en France les titres, on est assez attaché dessus, on est assez attaché sur la hiérarchie. Or un projet agile ne marche pas si vous êtes de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait de la communication entre tous les membres de l'équipe et donc effectivement ce qui est hyper important, c'est de demander aux gens combien de temps tu as bossé tous les jours sur ce projet-là, enfin sur cette tâche-là, et éventuellement